En 2001, Disney sort Atlantide, l'Empire perdu. Un film d'animation de science-fiction. Sans chansons, sans princesse, sans animaux qui parlent. Et avec un style graphique qui ne ressemble à rien de ce que le studio avait fait jusque-là. À sa sortie, le film déroute. Le public ne comprend pas vraiment ce qu'il regarde. Les critiques sont partagées. Et pourtant, Atlantide n'est pas un accident. C'est le résultat d'une décision très consciente de Disney. Laisser une équipe créer un film d'animation le plus atypique de toute son histoire. Aujourd'hui, on retourne au début des années 2000 pour analyser l'un des films les plus controversés des studios Disney, Atlantide, l'Empire perdu. Et son histoire à lui? Écoute ce que je te dis, faut pas qu'on te le dise. Je te rappelle, il y a la fausse blonde qui me court sur le haricot. Bienvenue dans la cité de l'Atlantide. À la fin des années 90, la renaissance Disney touche à sa fin. Avec des contes musicaux inoubliables, La Petite Sirène, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladdin, chaque film produit est un triomphe commercial et critique. Mais le phénomène s'essouffle. Les films sont de plus en plus controversés. Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame ou encore Hercule n'arrivent pas à convaincre le public. Et Disney commence à se demander s'il ne faudrait pas changer leur approche. Le public change peu à peu. Et avec lui, les comédies musicales vivent un lent déclin. On est alors en 1996. Le studio vient de terminer Le Bossu de Notre-Dame. Et Don Hahn, Gary Trousdale, Kirk Wise et Tam Murphy déjeunent dans un restaurant mexicain de Burbank. Ils discutent des projets futurs des studios et souhaitent réunir les équipes ayant travaillé sur le dernier long métrage pour leur prochain projet. Seulement, ils sont bien au fait que la recette magique des studios ne fera pas très long feu. Ils veulent alors changer, la faire évoluer. Et pourquoi pas un film d'aventure ? C'est un terrain où les longs métrages n'ont pas encore beaucoup exploré, mais le genre offre des opportunités uniques. La science-fiction a déjà fait ses preuves au cinéma, avec Voyage au centre de la Terre ou 20 000 lieues sous les mers. Alors, pourquoi l'animation ne pourrait pas s'en inspirer ? Ce serait d'ailleurs une excellente opportunité pour les parcs. Chaque nouveau long métrage s'installe dans Fantasyland, et les autres lands sont un peu délaissés. Alors pourquoi ne pas s'inspirer d'un autre land pour une fois ? Et mieux encore, pourquoi ne pas s'inspirer du moins exploité Tomorrowland ? Autant faire d'une pierre deux coups. Ils entreprennent alors d'adapter une célèbre allégorie de Platon, le mythe de l'Atlantide. Et sans le savoir, ils prennent la première décision qui va mener plus tard à une nouvelle ère des studios. Comme je vous l'ai dit, l'idée du prochain long métrage de la firme ne vient pas d'un conte. Elle ne vient pas non plus d'un livre jeunesse, comme Les 101 Dalmatiens ou encore Mary Poppins. Non, elle est encore bien plus ancienne que ça. L'Atlantide, c'est une île fictive qui est mentionnée dans une œuvre de Platon. Le mythe est donc né très tôt dans l'histoire, avant même la naissance de Jésus-Christ. C'était alors un détail mineur de son œuvre, mais l'île et surtout le mythe sera repris de nombreuses fois et deviendra au fil du temps un élément majeur de la littérature et de l'art en général, influençant de nombreux auteurs et artistes. L'Atlantide est même brièvement visitée dans le roman de Jules Verne, mais ce n'est pas ça qui influencera le film que l'on connaît aujourd'hui. Non. En vérité, les origines sont bien plus étonnantes que ça. Pour préparer l'histoire du long métrage, les animateurs vont faire des recherches, principalement sur internet. Et pour développer leur île mystérieuse, ils vont s'inspirer des écrits d'un homme en particulier. Et cette personne, c'est Edgar Cayce. Et non, ce n'est pas un auteur, ce n'est pas non plus un philosophe. En vérité, c'est un médium. Lors de l'une de ses lectures clairvoyantes, il va décrire à quoi ressemblait jadis l'Atlantide. En gros, le médium est en état d'hypnose profonde et est alors connecté à une entité qui lui permettrait de remonter le temps. En très simplifié évidemment. Et ce témoignage, les animateurs vont grandement s'en inspirer pour établir les storyboards de leur nouveau film. C'est fou, comme l'inspiration peut vraiment venir de partout. C'est d'ailleurs de là que vient l'idée d'un cristal mère, qui confère au peuple atlante le pouvoir de guérison et leur longévité. Ils vont aussi visiter énormément de musées et d'anciennes installations militaires pour étudier la technologie du XXe siècle. Pour les paysages sous-marins, ils vont également visiter les grottes de Carlsbad au Nouveau-Mexique, qui est un parc national inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Ils vont visiter une partie des 189 km² de grottes et largement s'en inspirer pour leur dessin préliminaire. Maintenant, évidemment, il faut savoir à quoi va véritablement ressembler l'Atlantide. Sauf qu'en 1997 sort Hercule, et avec lui une lecture de la mythologie grecque et romaine. Il faut donc quelque chose de différent pour leur nouveau film. Ils vont alors étudier l'architecture maya et différents styles architecturaux du monde entier,
Mais c'est bien l'esthétique d'Asie du Sud-Est qui va finalement le plus influencer les paysages de l'Atlantide. On peut notamment y voir des éléments repris de l'architecture cambodgienne, indienne ou encore tibétaine. Dernier élément important, la rupture radicale avec les comédies musicales. Le credo du film, moins de chansons, plus d'explosions. Lors de l'écriture, le film est conçu d'emblée comme un film d'aventure où l'action a une place centrale. Décision intéressante sur le papier. Mais pour un studio habitué aux œuvres chantantes, vous allez voir, ça va relever plus tard du véritable défi. Pour donner vie à cet univers, Disney va chercher quelqu'un d'inattendu, Mike Mignola, le créateur de Hellboy. C'est la première fois que Disney fait appel à un dessinateur de comics pour développer l'un de ses films. Il faut bien le souligner, l'univers de Mike Mignola, c'est pas vraiment des oiseaux qui parlent, des princesses qui chantent ou des princes héroïques. Mais c'est cette différence qui donne son statut iconique au film. Mignola arrive au studio avec des esquisses de personnages plus anguleux. Une rupture totale avec le style des longs métrages Disney qui donne au film une identité unique, presque rétro-futuriste. Plus de 350 animateurs, artistes et techniciens travaillent sur le projet. Une équipe gigantesque répartie sur 3 studios pour développer ce qui s'annonce être le film le plus ambitieux de l'histoire. C'est Tab Murphy qui rédige en grande partie le scénario. D'ailleurs, la première version de ce scénario comptait 155 pages, ce qui est bien plus qu'un film Disney traditionnel, qui en compte généralement 90. Ce qui prouve donc que le film devait à la base être bien plus long. Mais à l'époque, on n'en est pas encore aux œuvres à la James Cameron et ses blockbusters de 3 heures, et plusieurs personnages et séquences sont coupés pour ajuster la durée du film. Comme je vous l'ai dit, le film n'a pas de chanson. Et ça, c'est un véritable défi pour les studios. Les scènes d'action doivent alors être bien plus travaillées, et ça, il faut quand même bien avouer que c'est réussi. La première scène entièrement terminée du film est le prologue, scène que beaucoup d'entre vous n'ont jamais vue, à part s'ils regardent les bonus sur Disney+. Vers la fin de la réalisation, John Sandford, alors superviseur du scénario, déclare que le prologue initial qui mettait en scène des Vikings qui trouvaient de l'Atlantide et se faisaient anéantir par le Léviathan ne permettrait pas aux spectateurs de s'identifier au peuple atlante. Malgré un budget qui devait alors être largement revu à la hausse, les réalisateurs ont approuvé son choix. La légende raconte que Trousdale aurait dessiné les esquisses de la nouvelle séquence sur une serviette dans un bar de striptease, avant de le terminer chez lui. Je vous laisse juge de la véracité de cette anecdote, mais moi, je la trouve plutôt cocasse. Soit, tous les ingrédients sont maintenant réussis pour développer le long métrage qui marquera le tournant artistique des studios aux longues oreilles. Le film est le plus ambitieux techniquement de l'époque. Des décors gigantesques, des machines complexes et surtout une intégration massive d'effets numériques dans l'animation 2D. Atlantide utilise l'image de synthèse bien plus que tout autre long métrage auparavant. Pour que le film puisse avancer plus vite, les animateurs traditionnels vont devoir travailler en permanence avec les animateurs numériques. Cette animation numérique, d'ailleurs, est partout. Dans la scène du Léviathan, dans la réalisation du sous-marin, dans la scène du cœur de l'Atlantide et des géants de pierre, quasi l'entièreté de la production est assistée par ordinateur. Pour marquer le coup, les réalisateurs vont même aller bien plus loin. Mark Okrand, un linguiste américain, spécialiste des langues amérindiennes, va être engagé pour créer une langue unique au peuple atlante. Le linguiste était déjà bien connu du public, puisqu'il avait déjà créé pour la télévision la langue Klagon de la série Star Trek. Ça nous montre, encore une fois, jusqu'à quel point les studios voulaient aller pour rendre le film unique. Avec l'aide de John Emerson, pour la réalisation visuelle de l'abécédaire Atlante, ils vont créer de toutes pièces une nouvelle langue inspirée du lexique indo-européen. Pour votre culture, l'écriture atlante est d'ailleurs un boustrophénon, ce qui veut dire que la première ligne se lit de gauche à droite, et puis de droite à gauche pour la suivante, et ainsi de suite. L'étrusque par exemple se lisait ainsi. Je ne sais pas si vous saurez ressortir l'anecdote un jour, mais de rien, c'est gratuit. Bref, avec tout ça, Atlantide est un projet d'une ambition titanesque, et c'est ici que les problèmes commencent, car ce n'est pas vraiment un film pour enfants. Mais ce n'est pas non plus véritablement un film pour adultes. Il se situe dans un entre-deux très flou. Disney est en train de fabriquer un film, sans public clairement défini. Et ça, au moment du développement, le studio ne s'en rend pas encore vraiment compte. Pour résumer, Disney entreprend un virage qui paraît au premier abord totalement maîtrisé. Il veut marquer son entrée dans le 21e siècle avec quelque chose de jamais vu. Atlantide est LE film qui va ramener en salle un public qui semble fatigué des contes de fées. Et même mieux, le film n'est pas qu'un renouveau pour l'animation, c'est une stratégie globale qui s'étend même au parc à thème. Comment est-ce que ça pourrait mal se passer ? L'avenir est prometteur.
Pourtant, tout ne va pas se passer comme prévu. Atlantide, l'Empire perdu est projeté en avant-première au El Capitan à Hollywood le 3 juin 2001, puis sort en salle dans le monde plus tard. Et son succès est plus que mitigé. 186 millions de dollars de recettes pour un budget initial de 120 millions. Il est perçu comme un semi-échec, face à des monstres d'animation comme Monstres et compagnie, Shrek ou encore Le Voyage de Chihiro. Mais le plus difficile dans son histoire, c'est son marketing. Comment vendre un Disney sans chanson, sans adorable sidekick? Les affiches, les bandes annonces, les visuels, tout est hésitant. Pas de peluche adorable ou d'album de bande originale possible. Disney innove malgré tout en tentant un marketing internet de grande ampleur, soutenu par Kellogg's, qui crée un site web proposant des mini-jeux vidéo inspirés du film en scannant des codes barres figurant sur les paquets de céréales. Atlantis is waiting. So is your own Atlantis diving sub. It dives and surfaces. Now you can collect all 6 in specially marked boxes, only from Kellogg. Ça, c'est vraiment le souvenir de boomer. C'était l'époque où les films étaient largement promus sur les friandises et confiseries en magasin. Rappelez-vous des céréales colorées de Pokémon. C'est bon, on a tous pris un coup de vieux. C'était d'ailleurs aussi l'époque où McDonald's détenait l'exclusivité des droits de diffusion des films Disney et où chaque enfant pouvait retrouver un jeu à l'effigie de ses personnages préférés dans son Happy Meal. La belle époque. Finalement, c'est lors de la sortie en VHS et DVD que le film va connaître un second souffle et un pic de recettes. Le film fait les beaux jours des magasins de location, et le public semble plus réceptif qu'à sa sortie en salle. Bref, le marketing d'Atlantide est un défi aussi grand que sa réalisation. Aujourd'hui, le public critique les films où des sidekicks adorables sont ajoutés comme l'étoile dans Achat ou le blob bizarre dans Avalonia. Mais au-delà de vendre des peluches, ça permet à toute une partie du public de retenir le film par un élément marquant, et donc laisser une trace indélébile dans l'esprit de chacun. Atlantide, lui, a pris ça à contre-pied. Mais à quel prix ? Disons les choses comme elles sont. Le film ne rencontre pas le succès espéré. Après une production difficile et particulièrement gourmande en ressources, c'est décevant. Le film n'est pas un échec catastrophique, mais c'est une vraie déception pour Disney. Atlantide signe un virage vers une nouvelle ère pour le studio, et ce virage n'est que partiellement réussi. Et ça, c'est difficile à encaisser. Les studios décident donc de laisser de côté le projet sur lequel ils ont passé tant de temps à travailler. Les parcs Disney qui servaient à l'époque de vitrine pour les nouvelles sorties en salle gardent pratiquement leurs portes fermées au dernier long métrage de la firme. C'est dommage, car les projets autour du film étaient grands. Une rethématisation de l'attraction Submarine Voyage à Disneyland était envisagée pour y inclure le lore du film. Les équipes voulaient intégrer des éléments vus dans le long métrage, comme la rencontre du Léviathan et une interaction avec plusieurs personnages. Mais les résultats du film enterreront à tout jamais le projet, et la rethématisation n'aura lieu que des années plus tard, sur l'un des plus grands succès de Pixar, Nemo. Au final, Atlantide est rangé dans un placard avec les autres mal aimés du studio. Mais qu'est-ce qui explique un ratage si important ? Atlantide, sur le papier, c'est un projet un peu fou. Le film annonce quelque chose d'incroyable, du jamais vu dans l'animation. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas convaincu son public à sa sortie ? Pour moi, il y avait trop de promesses à l'origine. Le nouveau long-métrage des studios Disney, c'est pas seulement une histoire ou un conte avec un message, c'est un lore complet, une légende racontant l'histoire d'un autre monde. Un monde avec sa propre mythologie, sa propre langue, sa faune et sa flore, ses traditions, et ça, en 1h30 de film, c'est compliqué à transmettre. Dès le début, l'idée de faire un film centré sur l'Atlantide est un réel défi. On le voit de nos jours avec le film Avatar, chaque opus dure plus de 3 heures. Car emmener le spectateur dans un monde qu'il ne connaît pas et lui en expliquer chaque particularité, ça prend du temps, tant qu'Atlantide, l'Empire perdu, n'a pas. Les événements défilent à la vitesse de la lumière. On présente en vitesse Milo, il rencontre un monsieur un peu spécial qui l'embarque dans une expédition, le Léviathan attaque, il découvre l'Atlantide, Milo s'attache à la princesse Kida, ils découvrent ensemble les secrets enfouis de la cité, et plot twist, ils se font trahir par les amis de Milo. Bref, il se passe plein de choses, voire trop de choses. Et en même temps, il se passe rien. Et on en arrive au deuxième problème du film. Tout s'enchaîne sans laisser au spectateur l'opportunité d'assimiler les informations qu'il a reçues dans la scène d'avant. S'il y a un d'entre vous qui a compris toute l'explication durant la scène de la mort du roi dès le premier visionnage, qu'il se manifeste. Lorsque l'on découvre le film, on ne peut pas s'empêcher d'être frustré.
Dans la théorie, Atlantide c'est un monde tellement à part, un monde qui offre tellement d'opportunités narratives, mais pour en exploiter ne serait-ce que 20% du potentiel, il manque facilement 1 heure de film. Et c'est tellement dommage. Les animateurs ont aussi développé une flopée de personnages aussi excentriques qu'uniques, mais au final, on ne sait rien d'eux. Et du coup, 3e critique que l'on peut faire au film, le spectateur ne peut s'attacher à aucun des protagonistes. Que ce soit Docteur Gentil, Taubman ou Madame Placard, personne ne sait pourquoi ni comment ils sont arrivés là. Parlons-en d'ailleurs de Madame Placard. Disney nous offre un personnage qui n'avait encore jamais été tenté jusqu'ici. Le studio ose, avec la dame, faire des blagues à double sens en permanence, qui font sourire les enfants et éclater de rire les adultes. On a oublié son pyjama, Madame Placard? Je dors à poil. Tiens, attrape. Elle est somnambule. Mais la tentative est écrasée dans l'œuf. Au final, elle n'est là que pour ça, sortir quelques punchlines pour adoucir les propos du film, et c'est tout. Et enfin, avant de conclure avec cette partie, je voulais parler des principaux protagonistes, Milo et Kida. Que serait un bon Disney sans une touche de romance ici et là? Comme ses prédécesseurs, Atlantide ne déroge pas à la règle. Sauf qu'encore une fois, la tentative est partiellement ratée. Ici, le studio retente un scénario comparable à Tarzan, sorti 2 ans plus tôt. Les 2 personnages principaux viennent de cultures différentes et tout les oppose. Ils apprennent à se connaître et à s'apprécier dans leurs différences. Et je ne dirais pas que c'est mal fait, non, on sent bien qu'un lien se crée entre les deux, mais c'est fait trop vite, trop brutalement. Là où Tarzan sous-entend les choses, Atlantide les livre en vitesse pour pouvoir continuer le récit. Et encore une fois, le spectateur est frustré. En conclusion, Disney annonçait du très lourd avec ce projet. Un film qui coupe totalement avec les films sortis. Une véritable quête de science-fiction avec des technologies évoluées et une panoplie de personnages uniques. Avec ce film, le studio aux grandes oreilles entame un virage à 360 degrés avec quelque chose de totalement différent. Fini les comédies musicales, plus le temps pour ça. Aucune chanson n'est proposée car il faut emmener le spectateur au plus vite au cœur du sujet. Un film avec une animation unique et maîtrisée. Des effets spéciaux dignes des plus récents films d'animation 2D et des paysages à couper le souffle. Mais Disney ne sait pas à qui parler. Trop mature pour les enfants, trop enfantin pour les adultes. Le film se perd, et avec lui, les fans. Mais au-delà d'un avis mitigé des fans, le film va aussi subir des comparaisons qui vont malheureusement continuer à l'enterrer un peu plus. Est-ce que vous connaissez Nadia, le secret de l'eau bleue? Les plus jeunes d'entre vous me diront certainement non, mais les fans de manga auront peut-être de vagues souvenirs. Fushigi no Umi no Nadia, dans sa version originale, est une série animée japonaise diffusée dans les années 90-91. En rapide, l'histoire suit Nadia, une jeune fille de 14 ans dont on ne sait quasiment rien sur les origines, et Jean, un jeune inventeur français. Les 2 enfants sont poursuivis par une bande de voleurs de bijoux qui veulent leur dérober le pendentif orné d'une pierre bleue de Nadia. Ils sont alors secourus par le Capitaine Nemo et vont vivre avec lui des aventures palpitantes en rencontrant notamment le peuple Atlante. Vous l'aurez compris, on est sur une adaptation des romans de Jules Verne dont les origines remontent aux années 70 et à un animateur très connu, Hayao Miyazaki. Et oui, le pitch original du film a été développé par le papa de Totoro et le voyage de Chihiro, pour un projet d'adaptation de 20 milieux sous les mers qui ne verra jamais le jour, mais dont la Toho Company gardera les droits. Mais quel rapport avec Atlantide de Disney donc? J'y viens, patience mécréant. À la sortie du film, certains spectateurs ont remarqué des similitudes entre les 2 œuvres, notamment au niveau du design des personnages, des décors et de l'histoire. Cependant, aucune plainte ne sera jamais déposée par la société de production de l'animé. Un des employés de l'époque déclarera plus tard qu'ils avaient bien trop peur des représailles en s'attaquant à un géant comme Disney. D'ailleurs, ce n'est pas la seule œuvre à laquelle le film sera comparé. Beaucoup de spectateurs accuseront Atlantide d'être largement inspiré du film des studios Ghibli de 1986, Le Château dans le ciel, et au film Stargate de 1994. Tous les longs métrages Disney subissent des accusations plus ou moins fondées à leur sortie, mais lorsqu'il s'agit d'un film, qui est déjà plutôt controversé à la base, ça fait mal. Avec le recul, on se rend compte qu'Atlantide annonçait déjà des choses qui arriveront bien plus tard dans les studios. Des films d'animation plus adultes, des univers plus audacieux, des Disney moins formatés. Et on est en droit de se demander si Atlantide était réellement un échec, ou plutôt un film en avance. Un film peut-être même trop en avance sur son temps. Scénario qui se répétera d'ailleurs plus tard avec La Planète au Trésor dont on parlera dans les prochaines vidéos. Si Atlantide l'Empire perdu sortait aujourd'hui, aurait-il le même accueil qu'à l'époque?
Avec des sagas aimées du public comme Avatar, qui présentent des mondes et des aventures différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, est-ce que le film aurait une place plus confortable en salle à présent? On le sait, si certains films ont été des succès, c'est grâce à l'époque dans laquelle ils sont nés. Si Blanche-Neige et les 7 Nains étaient sortis en 2026, sans doute qu'ils n'auraient pas un statut aussi culte. Un film si contemplatif aurait bien du mal à capter son public. Il est de même pour Atlantide. Malgré ses défauts, peut-être qu'il était destiné à être culte, mais bien plus tard. Atlantide n'est pas un échec, c'est une expérience. Le moment précis où Disney a essayé de sortir de son cadre, avant même de savoir comment le faire. Ce qu'il faut retenir du film, ce n'est pas son accueil mitigé ou ses erreurs scénaristiques, c'est les défis qui ont été relevés par le studio. C'est une animation digne des plus grands, des designs originaux et une tentative de proposer autre chose. Et c'est exactement pour ça que plus de 20 ans plus tard, le film est devenu inoubliable pour les fans. J'espère que tu as apprécié cette vidéo sur Atlantide, l'Empire perdu. J'avais envie de vous faire une analyse très complète. Dis-moi en commentaire sur quel autre film tu voudrais un bon gros dossier comme celui-ci. Si tu aimes les histoires Disney et que tu n'es pas encore abonné, qu'attends-tu? On s'amuse bien ici et on apprend plein de choses. D'ailleurs, merci pour toutes les anecdotes que vous ajoutez en commentaire, c'est toujours hyper intéressant à lire. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique semaine et n'oubliez pas que derrière chaque succès se cachent des personnes qui n'ont jamais cessé de croire en leurs rêves. À la prochaine les amis.